Je suis garde forestier depuis plus de 15 ans, dont les 7 dernières années. Ici, dans le Montana, au lac Flathead. C'est un bon boulot. C'est tranquille, à part les touristes bourrés en été et les rencontres puis avec des ours. Du moins, c'était comme ça jusqu'en juillet 2023. Ce qu'on a trouvé dans l'eau à ce moment-là est toujours là. Et je prie pour qu'on ne le retrouve jamais. Tout a commencé le 10 juillet, lundi, en milieu de journée. Il faisait tellement chaud que l'asphalte du parking devant le bureau fondait. Mon collègue Marc et moi étions assis sous la clim et remplissions des rapports somptueux stupides sur l'inventaire des gilets de sauvetage. La routine. Vers 2 heures de l'après-midi, on a reçu un appel radio. Pas d'urgence, juste une demande d'aide. Un groupe de vacanciers sur un bateau de location signalait un objet étrange dans l'eau. C'était un homme qui parlait. Sa voix était un peu agitée, mais pas paniquée. Il a dit qu'il se trouvait dans la partie nord du lac, dans une zone qu'on appelle entre nous la tranchée. C'est l'un des endroits les plus profonds de Flathead. Le fond descend à plus de 100 mètres. Les bateaux de plaisance s'y aventurent rarement, car c'est loin des principaux ports de plaisance et il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Les rives sont rocheuses. Le mec a expliqué qu'il dérivait, moteur éteint, en train de pêcher, quand ils ont remarqué quelque chose de gros et de sombre sous l'eau. Très gros. D'après lui, ça bougeait pas. Ça restait juste suspendu dans l'eau. Le plus bizarre, c'était le comportement de leur sonar. Il affichait des trucs incompréhensibles. D'abord une profondeur de 10 mètres, puis tout à coup, 100, puis à nouveau, 10. L'écran clignotait et l'appareil émettait un signal d'erreur intermittent. Ils l'ont redémarré plusieurs fois, sans résultat. Le capitaine du bateau a supposé qu'il s'agissait d'un conteneur coulé ou peut-être d'un gros rocher non indiqué sur les cartes. Mais il était intrigué par la noirceur parfaite de l'objet et le comportement bizarre de l'appareil. Marc et moi avons échangé un regard. Ça semblait bizarre. On avait déjà trouvé des arbres, des voitures et même des petits bateaux coulés. Mais un objet qui interfère avec le sonar, en plus dans la tranchée, où le fond est connu comme notre poche. Il y avait quelque chose de nouveau. « D'accord, monsieur », répondis-je dans la radio. « Restez où vous êtes si c'est sans danger. On arrive dans 40 minutes. N'essayez pas de vous approcher de l'objet ou de jeter l'ancre. »« On n'en avait pas l'intention, » répondit-il. « On se sent un peu bizarre ici. » On a pris notre patrouilleur, un Boston Whaler standard, et on était parti vers le nord. Le temps était parfait. Ciel dégagé, vent léger. Le lac était calme comme un miroir. Quand on est arrivé dans la zone indiquée, on les a tout de suite vus. Un bateau de plaisance blanc qui tanguait seul sur l'eau. Il y avait 4 personnes à bord, 2 hommes et 2 femmes. Ils avaient l'air désorientés. L'homme qui avait appelé nous a indiqué un endroit à environ 50 mètres de leur bateau. « Là-bas », a-t-il dit. « Vous voyez ? Au début, je n'ai rien vu, juste de l'eau sombre qui reflétait le ciel. Mais en regardant mieux, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Sous la surface, à quelques mètres de profondeur, on devinait quelque chose d'énorme. Ça ne ressemblait pas à l'ombre d'un nuage. C'était une obscurité dense et bien définie. Pas noire, mais sombre, comme si cette partie de l'eau avait tout simplement cessé de laisser passer la lumière. Impossible d'en distinguer la forme. Juste une tache informe, à peu près de la taille de notre bateau, peut-être un peu plus grande. Elle ne scintillait pas, ne brillait pas au soleil. Elle était juste là. Marc siffla. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On s'approcha lentement, en coupant le moteur. J'ai allumé notre sonar. L'écran a brièvement affiché le relief habituel du fond, une pente douce descendant vers les profondeurs. Puis, l'image s'était mise à scintiller et s'est figée. Juste un écran gris avec des interférences statiques, comme sur une vieille télévision. Bon,
Le nôtre est mort, constata Mark. Il tapota le boîtier de l'appareil. Aucune réaction. On a contourné l'objet à petite vitesse. Il ne bougeait pas. Complètement immobile. Pas de bulles, pas de taches d'huile sur l'eau. Rien qui puisse indiquer un récent naufrage ou le fonctionnement d'un mécanisme quelconque. Juste le silence et cette énorme chose sombre sous nous. J'ai essayé d'estimer la profondeur à l'œil nu. L'eau à Flathead est super claire. La visibilité atteint généralement 10 à 15 mètres. La limite supérieure de la Pilish-Tash se trouvait à 5 ou 6 mètres sous nous. Mais en dessous, il n'y avait que le vide. L'obscurité était si dense qu'on avait l'impression de regarder dans un gouffre. « Il faut mesurer à l'ancienne », ai-je dit. Nous avions toujours à bord un lock, un lourd poids, en plomb fixé à un câble gradué. Mark l'a sorti. Nous nous sommes à nouveau approchés du bord de l'objet et j'ai commencé à dérouler le câble. 10 mètres, 20, 30. Le câble s'enfonçait dans l'eau près de la tache sombre, mais sans la toucher. 40, 50. À environ 70 mètres, le câble s'est relâché. « On a touché le fond », a dit Mark en regardant les marques. J'ai froncé les sourcils. 70 mètres, et l'objet, à première vue, était à une profondeur de 5 à 6 mètres, c'est-à-dire qu'il y avait encore plus de 60 mètres d'eau vide en dessous. Ce n'était pas un rocher, ni un navire coulé qui aurait reposé au fond. Il flottait simplement dans l'eau, comme si sa densité était presque égale à celle de l'eau. On a remercié les touristes et leur a conseillé de rentrer, en leur demandant de ne parler à personne de ce qui s'était passé. Ils ont accepté avec joie. On aurait dit qu'ils voulaient partir d'ici le plus vite possible. Quand ils sont partis, on était restés seuls. Le silence était oppressant. J'ai regardé Mark. C'était un ranger expérimenté qui travaillait ici depuis plus longtemps que moi. Il avait l'air sérieux. « Je n'ai jamais vu ça », a-t-il dit doucement. « On dirait une sorte de dérèglement de la gravité, ou quelque chose comme ça. » « Évitons la science-fiction, » répondis-je, même si des idées sont tout aussi étranges me traversaient la perce et l'esprit. Nous avons contacté notre chef, Henderson. Je lui ai fait part de la situation. Un objet inconnu, de grande taille, à environ 5 mètres de profondeur, qui ne repose pas sur le fond, perturbe les sonars, visuellement noirs, ne réfléchissant pas la lumière. Henderson écoutait en silence. C'était un pragmatique jusqu'au bout des ongles, un ancien militaire. « John, ça peut être n'importe quoi, » dit-il après une pause. « Un amas de bois flottant qui s'est imbibé d'eau et qui flotte, ou un morceau de tourbière qui s'est soulevé du fond. Ça arrive. Et le sonar, c'est peut-être juste une coïncidence. 2 sonars, sur 2 bateaux différents, et cet objet ne ressemble pas à un arbre ou à de la tourbe. Il est trop régulier dans son irrégularité. Il n'a pas de texture. C'est juste du noir. » Henderson resta silencieux un moment. Je l'entendais tambouriner du doigt sur la table. « Ok, on va voir ça, mais discrètement. Pas de panique. Demain matin, on engagera des plongeurs pour aller voir. Les gars du coin, Dave et Mike, tu les connais. Ce sont des pros. Toi et Mark, vous rentrez. Et vous ne dites rien à personne. »« Compris, » répondis-je. On achetait une bouée de signalisation pour marquer l'endroit et on était retourné à la base. On était resté silencieux tout le long du chemin. L'image de cette tache noire sous l'eau cristalline était gravée dans nos esprits. Le lendemain matin, le 11 juillet, on a retrouvé les plongeurs à l'embarcadère. Dave et Mike étaient vite frères et faisaient de la plongée commerciale depuis une 20aine d'années. Ils inspectaient les piliers des ponts, réparaient les câbles sous-marins et remontaient les engins immergés. Ils avaient une expérience inestimable. Dave, l'aîné, était un barbu bruyant et joyeux. Mike était tout le contraire, calme et concentré. On les a mis au courant de la situation. On leur a parlé de l'appel des touristes, des sonars qui ne marchaient pas.
de la profondeur mesurée par le sondeur. Dave écoutait avec un petit sourire. « Vous avez trouvé le monstre du Loch Ness dans notre étang ?» a-t-il plaisanté. « Ou un sous-marin secret russe. Vous nous payez un supplément s'il y a un réacteur nucléaire à bord. » Mike ne plaisantait pas. Il étudiait attentivement la carte du lac que nous avions étalée sur le capot du pick-up. « Une tranchée. Profond. Quels sont les courants dans cette zone ?»« Presque aucun, » répondit Mark. « C'est presque de l'eau stagnante. »« Ok, le plan est au simple. Dave plonge avec une corde. Je reste sur le bateau, je l'assure, et je garde le contact. La mission, identification visuelle, photos et vidéos si possible. Pas de mouvements inutiles. Jeter un coup d'œil, remonter. Tout avait l'air pro et banal. On a chargé leur équipement sur notre bateau. Bouteilles, compensateurs de flottabilité, lourds poids en plomb, bobine avec câble et masque intégral pour Dave avec communication intégrée. Une heure plus tard, on était sur place. La bouée de signalisation se balançait seule sur les vagues. La tache noire était là où on l'avait laissée. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Le temps était à nouveau parfait, trop parfait. Une mer calme, un soleil éclatant. Rien ne laissait présager le pire. Dave a commencé à se préparer. Il bougeait lentement, vérifiant chaque boucle, chaque valve. Mike l'aidait, lui passant son équipement. Leurs mouvements étaient mousseux de personnes qui avaient fait ça des milliers de fois. Enfin, Dave était prêt. Lourd et maladroit dans sa combinaison étanche, il s'est approché du bord. « Bon, allez, je me lance. Si je trouve le coffre rempli d'or, je ne dirai rien à personne, » me dit-il en clignant de l'œil. Il s'assit sur le bord et se laissa tomber maladroitement dans l'eau. Il y eut un grand splash. Une seconde plus tard, sa tête apparut dans son casque. Il nous fit un signe du pouce levé. « Vérifie la communication, » dit Mike dans le micro de son casque. « Je t'entends fort et clair, » répondit la voix calme de Dave, légèrement déformée par l'électronique dans le haut-parleur du bateau. « Je commence la plongée. » Il expira l'air de son compensateur et s'enfonça doucement dans l'eau. On voyait sa silhouette et le faisceau de sa lampe devenir de plus en plus petit dans la masse d'eau transparente. Mike déroulait avec concentration le câble de signalisation de la bobine. « Profondeur 10 mètres, » rapporta Dave. « La visibilité est excellente. Il y a des bancs de poissons. Salut les gars. »« Dave, reste concentré, » dit Mike d'un ton sévère. « Allez, profondeur 20 mètres. L'eau devient plus sombre. Je vois le bord de l'objet. Oui, vous aviez raison. Il est tout noir. » Le silence s'installa sur le bateau. On regardait tous l'androïde où Dave avait disparu. 30 mètres. Je suis au bord supérieur. Bon sang, c'est énorme. C'est juste un mur qui descend et s'étend sur les côtés. Pas de joint, pas de rivet. Juste lisse. Non, pas lisse. Il n'y a aucune texture. On dirait un trou dans l'espace. La voix de Dave avait perdu sa gaieté. Elle était maintenant empreinte de perplexité. « Tu peux identifier le matériau ?» demanda Mike. « Non, je vais éclairer avec ma lampe. » C'est bizarre, le faisceau disparaît. Il ne se reflète pas. Du tout. Comme si j'éclairais du coton. Pause. On n'entendait que sa respiration régulière. « Je vais essayer de toucher, » dit Dave. « Fais gaffe, » prévint Mike. « Mais qu'est-ce qu'il a ?» commença Dave. Puis sa voix s'interrompit. On entendit un soupir brusque et étouffé. Le câble de signalisation que Mike tenait dans ses mains a fortement tiré. « Dave !» a crié Mike dans le micro. « Dave, qu'est-ce qui se passe? Réponds !» En réponse, un grondement grave et vibrant s'est fait entendre dans le haut-parleur. Je n'avais jamais entendu un son pareil. Ce n'était ni un bruit mécanique, ni un cri d'animal. Juste une vibration grave et omniprésente qui semblait faire trembler la coque de notre bateau. Le câble était tendu à l'extrême. La bobine grinçait. Mike essayait de toutes ses forces de la retenir. « Tire !
ai-je crié à Mark. « Aide-moi !» On s'est accrochés tous les deux à la bobine pour essayer de sortir Dave. Mais le câble était tiré vers le bas avec une force surhumaine. On aurait dit qu'il n'y avait pas un homme à l'autre bout, mais un ancrage de plusieurs tonnes. Le grondement du rôtiche-parleur s'est intensifié, devenant presque assourdissant, puis s'est brusquement interrompu. Au même moment, le câble s'était relâché. Il était devenu léger, trop léger. Mike a failli tomber. Il continuait à crier le nom de son frère dans le micro. Pas de réponse. On a commencé à tirer rapidement sur le câble. Ça allait super bien. Trop bien. Quand le bout est apparu à la surface, on a tous compris. Le câble était parfaitement coupé, d'une façon anormalement lisse, comme s'il avait été coupé au laser. Il n'y avait ni fibre déchirée, ni trace d'usure. Juste une coupe parfaitement nette. On regardait l'eau. Plus aucune bulle d'air ne remontait. Le grondement s'était arrêté. Un silence absolu et assourdissant s'était installé. Mike était à genoux, regardant le câble coupé dans ses mains. Son visage était blanc comme un linge. 10 minutes passèrent. 20. 1 heure. On bougeait pas, on regardait juste la surface calme et sereine du lac. J'ai appelé Henderson. Ma voix se brisait. On a un plongeur sous l'eau. On n'a plus de contact. Le câble de signalisation est coupé. Je répète, le plongeur n'est pas remonté à la surface. Henderson répondit brièvement et avec une précision militaire. « Restez où vous êtes. Ne faites rien. J'envoie une équipe de recherche et de sauvetage. Et les gardes-côtes. » Pendant qu'on attendait, paralysé par le choc, j'ai jeté un coup d'œil à notre sonar. L'écran était allumé. On voyait clairement le relief normal du fond de la tranchée. Profondeur, 75 mètres. Aucune interférence, aucune anomalie. Je me suis approché du bord et j'ai regardé dans l'eau. La grande tache noire pour laquelle nous étions venus ici avait disparu. Sous nous, il n'y avait que de l'eau claire et transparente, à travers laquelle on pouvait voir les rayons du soleil s'enfoncer dans les profondeurs sombres. Il n'y avait rien. Le premier à arriver fut le bateau de la garde côtière, grand et blanc, fendant l'eau calme. Presque tout de suite après, 2 bateaux plus petits sont arrivés. L'équipe de recherche et de sauvetage, SAR. D'un coup, cet endroit tranquille, au milieu du lac, s'est transformé en centre d'une opération sérieuse. Avec leur arrivée, la tragédie personnelle et humaine a disparu et la procédure officielle et impersonnelle a commencé. Henderson était à bord du bateau de tête. Il est devenu vers nous. Son visage était impassible. Il n'a pas dit un mot à Mike, qui était assis sur le pont, le regard fixe. Il s'est juste approché de moi et de Mark. « Faites votre rapport », a-t-il dit d'une voix calme, mais métallique. Du début à la fin, chaque mot. Je lui ai tout raconté. Le grondement dans les haut-parleurs, le câble tendu, puis son affaissement. La coupe parfaitement nette. Mark a ajouté ses observations. Pendant que je parlais, un garde-côte ganté a soigneusement emballé l'extrémité de notre câble dans un sac hermétique, comme une pièce à conviction. Puis, ils ont emporté tout le système de communication. Henderson écouta sans l'interrompre, puis il s'approcha de Mike. « Mike, dit-il doucement, j'ai besoin que tu ailles avec mes togas. Ils t'aideront. » Mike n'a pas réagi. Il n'a même pas cligné des yeux. 2 sauveteurs l'ont soulevé doucement par les bras et l'ont emmené vers leur bateau. Il n'a pas résisté. Son corps était mou, comme celui d'une poupée. En partant, il a laissé tomber le bout de corde de son frère. La corde est tombée sur le pont avec un bruit sourd. « C'est maintenant une enquête officielle, » dit Henderson en se tournant vers nous, « jusqu'à ce que toutes les circonstances soient éclaircies. Il y a peut-être un aspect criminel. Je ne comprenais pas. » « Quel crime? On vous a tout dit. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose et ça a disparu, » a rétorqué Henderson. « Et un homme est de mort. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Retournez à la base, rédigez des rapports détaillés.
chacun de votre côté, et pas un mot à personne, ni à vos femmes, ni à vos amis, ni aux co-journalistes qui ne manqueront pas de débarquer quand ils apprendront la disparition de Dave. La version officielle pour la presse, c'est un accident de plongée commerciale. Si quelqu'un balance des infos, ça sera considéré comme une faute grave. C'est clair? Mark, Ellie et moi avons hoché la tête. Pendant ce temps, les recherches battaient sur leur plein. Les sauveteurs ont mis à l'eau un appareil sophistiqué, un sonar latéral. Ce n'était pas notre sonar rudimentaire. Cet engin, relié à un long câble, balayait le fond marin et créait une carte en 3 dimensions très détaillée du relief. Le bateau le tirait lentement, passant d'un bord à l'autre, au-dessus de l'endroit où tout s'était passé. Les résultats du balayage étaient affichés sur un grand écran installé sur le bateau des gardes-côtes. On nous a demandé, à Mark et moi, de rester sur notre bateau, mais on était à la rambarde et on voyait tout parfaitement. Au début, l'écran affichait une image nette du fond, de la vase, des pierres, des variations de profondeur progressive. Tout était comme sur les cartes habituelles. Mais lorsque le scanner est passé au-dessus de notre endroit, quelque chose d'étrange s'est produit. Un trou est apparu à l'écran. Pas un trou physique dans le fond, mais un trou dans les données. Une zone parfaitement plane, presque rectangulaire, d'où aucun signal ne revenait. Rien du tout. L'opérateur, un jeune gars en uniforme de garde-côte, a vérifié plusieurs fois le calibrage. Il a signalé par radio à ses supérieurs que l'équipement était en bon état, mais qu'un vide acoustique était observé dans le secteur Charlie 7. Le signal partait, mais ne revenait pas, comme si le fond était recouvert de quelque chose qui absorbait complètement le son. Les dimensions de ce vide correspondaient à peu près à notre estimation de la taille de la tache noire, environ 15 mètres de long et 10 de large. Une réunion s'est tenue à bord du bateau des gardes-côtes. On entendait des bribes de phrases. Anomalie de l'équipement. Mais peut-être une fuite de gaz qui perturbe le signal. Il faut vérifier visuellement. La décision était prise. Une équipe de plongeurs de la garde côtière allait plonger. 4 personnes. Des pros, entraînés pour bosser dans les conditions les plus difficiles. Leur chef, un lieutenant du nom de Carr, leur a donné les instructions en personne. Ça n'avait rien à voir avec la préparation de Dave et Mike. Tout était plus strict, plus rapide, rodé jusqu'à l'automatisme. Le plan était le suivant. 2 plongeurs descendent et restent en contact visuel permanent. 2 autres les assurent, prêts à plonger immédiatement. L'objectif n'est pas la zone anormale elle-même, mais la zone à proximité. Ils devaient descendre au fond, à quelques 2 mètres du large de vide, évaluer la situation et, si c'était sûr, s'approcher du bord. Leur équipement était bien meilleur que le nôtre. Des câbles composites renforcés, des casques équipés de caméras vidéo transmettant des images en temps réel à la surface, de puissantes lampes sous-marines. 2 plongeurs, des silhouettes massives, en combinaison noire, ont plongé. Sur le grand écran du bateau de Carr, 2 images sont apparues. La vue depuis leur casque. Mark et moi nous sommes approchés, et cette fois, personne ne nous a chassés. On aurait dit que tout le monde avait oublié la hiérarchie. L'image était étonnamment nette. On voyait les plongeurs descendre en douceur, traversant les colonnes de lumière solaire. Leurs lampes fendaient le bleu. Profondeur 50 mètres, a signalé l'un d'eux. Sa voix était calme, professionnelle. Pression normale, système fonctionne normalement. On approche du fond, dit le deuxième. Je vois le sol. Bientôt, le fond du lac apparut sur les 2 écrans. De la vase, quelques de rochers routes recouverts d'algues. Une image typique de la tranchée. Profondeur, 75 mètres. On se dirige vers le secteur de l'anomalie. Coordonnées. Ils avançaient sur le fond, soulevant de légers nuages de vase. Leurs lampes créaient de taches lumineuses dans l'obscurité environnante.
Lentement, pas à pas, ils progressaient. La tension à bord du bateau montait. Tout le monde était silencieux, les yeux rivés sur l'écran. « Lieutenant, on a un truc bizarre ici », dit le premier plongeur. La puissance de l'éclairage baisse. Et en effet, les taches lumineuses de leurs lampes, sur la vidéo, commençaient à s'estomper. Elles ne clignotaient pas, mais s'éteignaient progressivement, comme si quelqu'un tournait lentement le bouton d'un variateur. « Vérifiez le niveau des batteries », ordonna Carr. « Elles sont à 100%, monsieur », répondit le deuxième plongeur. « Tous les systèmes sont normaux, mais la lumière, on dirait qu'elle s'enfonce dans l'eau. » Ils firent encore quelques pas, et c'est là que nous l'avons vu. Juste devant eux, un mur s'élevait du fond boueux. Ce n'était pas un rocher, ni la coque d'un navire coulé. C'était une surface parfaitement plane et verticale, complètement noire, sans le moindre reflet, sans la moindre égratignure ni jointure. Elle s'élevait dans l'épaisseur sombre de l'eau et disparaissait à perte de vue. Elle s'étendait à droite et à gauche, au-delà de notre champ de vision. La vase au fond de l'eau arrivait jusqu'à sa base et s'arrêtait net, comme si elle avait été coupée au couteau. C'était exactement la noirceur que Dave avait décrite, celle que la lumière des lampes ne pouvait pas atteindre. Les rayons s'y heurtaient et disparaissaient. « Mon Dieu !» soupira quelqu'un derrière moi. Sur les écrans, on voyait les plongeurs figés à quelques mètres du mur. « Que voyez-vous » demanda Carr, même si on voyait tous la même chose. « Monsieur, c'est une structure », rapporta le premier. « D'origine artificielle. Le matériau est inconnu. Les dimensions sont énormes. On ne voit qu'un petit fragment. Ne vous approchez pas. Évaluez la situation. » Les plongeurs avancèrent lentement le long du mur. Sur les écrans, une noirceur infinie et monotone défilait. Il n'y avait rien qui pouvait attirer le regard. « Je vais essayer de prélever un échantillon de sol à la base », dit le deuxième plongeur. « Fais gaffe », dit Carr. Le plongeur s'agenouilla. Il tendit sa main gantée vers la ligne où la vase rencontrait la paroi. Ses mouvements étaient longs et précis. Et au moment où le bout de son gant toucha la surface noire, les deux écrans s'éteignirent en même temps. Pas d'interférence, pas de distorsion. Juste un écran noir. Au même instant, le son disparut des Quatty-parleurs. Pas de cris, pas de bruit, pas de craquement. Juste un silence de mort. « Plongeur 1, plongeur 2, répondez !» cria Carr dans le micro. « Faites-moi un rapport sur la situation. » Silence. « Commencez la remontée, tout de suite !» aboya-t-il à l'opérateur du treuil. C'était le chaos sur le bateau. L'opérateur a mis en marche le treuil mécanique qui devait remonter les plongeurs à la surface. Les deux câbles renforcés étaient tendus comme des cordes. Le treuil a hurlé sous la tension. De la fumée s'échappait du mécanisme. « Ils sont coincés !» a crié l'opérateur. « Je n'arrive pas à les remonter. »« Marche arrière, lâche un peu et réessaie. » Mais rien n'y fit. Les câbles étaient tendus à l'extrême. On aurait dit qu'ils essayaient de déplacer une montagne. Le treuil vrombissait, puis il y eut un grand claquement, et il s'arrêta. Le coupe-circuit s'était déclenché. « À la main !» hurla Carr. « Tout le monde au câble !» Plusieurs personnes, dont Mark et moi, s'agrippèrent aux câbles épais et froids. On tira de toutes nos forces, en vain. Ils ne bougèrent pas d'un millimètre. Ils étaient solidement fixés. Presque 1 heure s'était écoulée. 1 heure de tentatives désespérées et inutiles. Ils ont essayé de redémarrer le treuil, ont essayé différents angles de traction. Rien. 2 personnes étaient au fond et quelque chose les retenait avec une force incroyable. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes. Le lac bleu était devenu gris-plomb. Le lieutenant Carr, pâle, les mâchoires serrées, a pris une décision. C'est dangereux de laisser les câbles sous une telle tension. Ils peuvent donc casser à tout moment. Coupez-les.
On apporta des pinces hydrauliques, un énorme outil ressemblant à la pince d'un robot. On les connecta au générateur. Un sauveteur, équipé d'un casque et d'un écran de protection, les approcha prudemment du premier câble. On entendit le sifflement de l'hydraulique, les mâchoires métalliques se refermèrent. Avec un claquement sec et fort, le câble a cassé. Son extrémité a été projetée en arrière avec une telle force qu'elle a arraché un morceau de la rambarde et a sifflé dans l'eau. Ils ont fait la même chose avec le deuxième câble. Un autre claquement et un autre morceau de câble a disparu dans l'eau sombre. Tout était fini. 3 personnes en une journée. Carr a informé son commandement de la situation par radio. Des phrases sèches et sans émotion. Contact visuel et radio perdue. Tentative de remontée infructueuse. Câble coupé pour éviter une rupture incontrôlée. Henderson s'approcha de moi. « Mark et toi partez en congé administratif, à partir de maintenant. Je ne veux pas vous voir à la base. Restez chez vous, attendez un appel. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. La version officielle est un accident tragique survenu pendant les exercices. Double défaillance du matériel, maladie de décompression, n'importe quoi. Mais pas un mur au fond d'un lac. » Il m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'exprimait aucune compassion, seulement un ordre froid et sévère. On était rentré à la base à la tombée de la nuit. Notre petit bateau semblait minuscule, à côté de l'énorme garde-côte. Pendant qu'on avançait, je regardais l'eau. Elle était calme et sombre, reflétant les premières étoiles. Quelque part là-bas, à 75 mètres de profondeur, au pied d'un mur noir, 3 personnes y étaient restées. Et quelque chose les empêchait d'y entrer. Ou, au contraire, les retenait. La congé administratif est un terme poli pour désigner l'emprisonnement dans sa propre maison. Les premiers jours, je suis resté assis à regarder le mur. Henderson nous a ordonné, à Mark et moi, de ne pas communiquer entre nous jusqu'à nouvel ordre, soi-disant pour nous empêcher de coordonner nos témoignages. C'était absurde. Qu'est-ce qu'on avait à coordonner? On avait tous les deux vu la même chose. Les journaux locaux ont présenté les faits de manière claire et concise. 2 incidents distincts et sans rapport entre eux. D'abord, un bref article sur Dave, un plongeur commercial expérimenté qui avait disparu sans laisser de traces alors qu'il travaillait dans la partie nord du lac. Probablement une défaillance du matériel à grande profondeur, disait le présentateur avec un air sérieux. Puis, un jour plus tard, un reportage plus détaillé. Tragédie lors d'un exercice des gardes-côtes. On annonçait la mort de 2 plongeurs lors d'un exercice de plongée dans eau profonde. Leurs noms ont été donnés et on a montré des photos de jeunes hommes souriants en uniforme. La cause, une défaillance catastrophique du système de survie qui a entraîné une décompression rapide. Pas un mot sur le mur, pas un mot sur les câbles rompus, pas un mot sur le fait que ces 2 événements se sont produits au même endroit à un jour d'intervalle. Pour le monde entier, il s'agissait de 2 accidents tristes, mais tout à fait explicables. J'étais assis sur mon canapé, buvant mon café froid et écoutant ces mensonges, et j'étais envahi par un étrange sentiment d'irréalité. C'était comme si j'avais regardé un film et qu'on m'avait ensuite dit que ce film n'avait jamais existé. Mais je me souvenais du grondement des haut-parleurs. Je me souvenais du câble parfaitement sectionné. Je me souvenais des écrans noirs des moniteurs. Après environ 1 semaine de silence, mon téléphone a sonné dans la soirée. Le numéro était masqué. J'ai répondu. « Monsieur Wright ?» La voix à l'autre bout du fil était complètement impersonnelle. Pas d'accent, pas d'intonation. Juste des mots. « Oui, c'est moi. Je t'appelle à propos de l'incident survenu le 11 juillet sur le lac Flathead. J'aimerais clarifier quelques détails de ton rapport. » Il ne s'est pas présenté.
Je lui ai demandé à qui je parlais. « Appelons ça la commission interministérielle d'analyse technique », a répondu la voix. « Ça suffira. Passons aux choses de sérieuses. Tu as indiqué que le sonar de ton bateau était en panne. Décris-moi ce que tu as vu à l'écran. » Ce n'était pas une conversation, mais un interrogatoire. Il posait des questions techniques et sèches. Quel était le modèle du sonar? Quelle était sa fréquence? Un code d'erreur est-il apparu? Y a-t-il eu des signaux sonores? Il est ensuite passé à l'objet. Quelle était la vitesse angulaire approximative du déplacement de l'ombre lorsque votre bateau se déplaçait? L'objet reflétait-il une lumière polarisée? Avez-vous remarqué une réfraction à la limite de visibilité de l'objet? J'ai répondu du mieux que j'ai pu, me sentant complètement idiot. Comment pouvais-je savoir ce qu'était une lumière polarisée? Je suis garde forestier, pas physicien opticien. Il m'a ensuite interrogé sur le son que nous avions entendu dans la radio de Dave. Décrivez ses caractéristiques spectrales. Était-il monotone ou modulé? Quelle était sa fréquence approximative en Hertz? Y avait-il des composantes infrasonores ou ultrasonores que vous pouviez ressentir plutôt qu'entendre? C'était juste un grondement grave, ai-je répondu. À quel point était-il grave? Comparez-le au bruit d'un moteur diesel, au grondement d'une station de transformation électrique, à la vibration d'un téléphone portable. J'ai essayé de décrire, mais j'avais l'impression que tous mes mots étaient inutiles. Il écoutait en silence, sans faire de commentaires. À la fin, il a dit « Merci pour l'info, Monsieur Wright. Je te rappelle qu'on a un accord de confidentialité. Si tu parles à la presse, à la police ou à quelqu'un d'autre, ça va avoir de graves conséquences. On te contactera si besoin. » Et il a raccroché. J'étais assis avec le téléphone dans la main et j'avais des sueurs froides dans le dos. Ce n'étaient pas les hommes de Henderson. Ce n'était pas la garde côtière, ni le FBI. Ces gens avaient un autre niveau d'accès et un autre niveau d'intérêt pour ce qui s'était passé. Après cet appel, les choses de bizarre ont commencé. Dans ma rue, à une centaine de mètres de chez moi, une Ford Sedan bleu foncé banale, aux vitres teintées, s'est mise à se garer. Elle pouvait rester là pendant des heures, parfois toute la journée. Il semblait n'y avoir personne à l'intérieur. Mais dès que je sortais de chez moi pour aller faire des courses, je la remarquais dans mon rétroviseur quelques minutes plus tard. Elle restait à bonne distance, mais elle était là. Ma connexion Internet a commencé à avoir des problèmes. Les pages mettaient plusieurs minutes à se charger, la connexion était sans arrêt coupée. Quand j'ai appelé mon fournisseur d'accès, ils ont fait un diagnostic et m'ont dit que la ligne était en bon état. Pendant mes appels téléphoniques avec ma sœur qui habite dans un autre État, j'ai commencé à entendre de légers cliquetis à peine perceptibles. Je savais que c'était peut-être juste mon imagination. Le stress, l'isolement, l'appel de ce mystérieux analyste. Tout ça pouvait me rendre nerveux. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que j'étais passé du statut de témoin à celui de sujet d'observation. Je n'ai pas tenu le coup. 2 semaines après l'incident, j'ai enfreint l'ordre. J'ai acheté un téléphone jetable dans un supermarché et j'ai appelé Marc. Il a répondu dès la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. « Je pensais que tu ne rappellerais jamais », m'a-t-il dit. Sa voix était rauque. On a décidé de se retrouver dans un snack-bar routier à une 50aine de kilomètres de la ville. Un endroit où ni les touristes ni les habitants ne vont jamais. Marc avait l'air épuisé. Il avait maigri et avait des cernes sous les yeux. Devant lui, il y avait une tasse de café et un verre de whisky. Il m'a dit qu'il vivait la même chose, le même appel avec cette voix anonyme, la même voiture devant chez lui, les mêmes problèmes de communication. « Ce n'est pas de la paranoïa, John », dit-il en baissant la voix jusqu'à murmurer. « Il nous surveille, il surveille chacun de nos mouvements. » Puis il me raconta quelque chose que je ne savais pas. Dans la confusion qui régnait sur le bateau des gardes-côtes, alors que tout le monde essayait de sortir les plongeurs de l'eau,
Marc s'est retrouvé à côté du jeune opérateur du sonar. Il se tenait côte à côte, les yeux rivés sur le rectangle noir de l'écran. Et l'opérateur, un gars d'environ 25 ans, complètement abasourdi par ce qui se passait, a marmonné quelque chose entre ses dents. Marc lui a demandé de répéter. Il a dit que ce n'était pas juste un vide acoustique, m'a dit Marc en me regardant dans les yeux. Ce n'était pas juste l'absence de signal. Leur système de diagnostic était devenu fou. Il avait affiché une erreur que personne n'avait jamais vue auparavant. Le programme a identifié cette zone non pas comme une zone où le signal est absorbé, mais comme une zone avec un écho négatif. Tu comprends? Comme si un anti-signal provenait de cet endroit, qui neutralisait parfaitement leur propre impulsion. Le logiciel a essayé de traiter cette valeur négative et s'est bloqué. C'est mathématiquement impossible. J'ai digéré en silence ce que j'avais entendu. Un anti-signal, pas juste du silence, mais une suppression active. Et ce n'est pas tout, a continué Marc. Hier, j'ai parlé à mon beau-frère, qui bosse dans les services d'approvisionnement du port. Il m'a dit que toute la garde côtière et les sauveteurs avaient été retirés du lac, complètement. Leur opération a été annulée la nuit même. Et le lendemain, une énorme barge non motorisée a été amenée dans la partie nord du lac. Sans fenêtre, sans signe distinctif. Juste une gigantesque boîte grise sur l'eau. Elle a été remorquée par 2 remorqueurs. Et sur la rive, près de l'ancienne Syrie, ils ont installé tout un campement. Des fourgons blancs, sans plaque d'immatriculation, y vont et viennent sans arrêt. Personne ne sait qui c'est. Ils ont mis en place un périmètre de sécurité sur plusieurs kilomètres, autour. Toute la partie nord du lac est désormais une zone interdite. Officiellement, c'est pour mener des études géologiques urgentes, en raison d'une possible activité sismique. Marc a fini son whisky d'un trait. Les gens du coin qui pêchaient la pêche là-bas ont surnommé ces types les ingénieurs. Ils ne portent pas d'uniforme. Ils sont tous habillés de pantalons beige et de polo. Ils sont polis, mais inflexibles. Ils refoulent tout le monde. Ils disent que c'est un site fédéral. Tout prenait maintenant sens. La voix impersonnelle au téléphone. Les voitures sous nos fenêtres. Les ingénieurs sur le lac. On ne nous avait pas simplement écartés. On nous avait mis hors jeu. Notre savoir était un problème qu'il fallait contrôler. Et pendant qu'on était assigné à résidence, le vrai travail ne faisait que commencer. Et il était mené par des gens pour qui ni les lois de l'État, ni les services municipaux n'existaient. « Qu'est-ce qu'ils font là-bas » ai-je demandé, plus à moi-même qu'à Marc. « Ils essaient de comprendre ce que c'est que ce truc », a répondu Marc sans une once d'amusement. « Ou comment le récupérer, ou comment le cacher encore mieux. » On était restés assis en silence. La peur de ce qui se cachait au fond de nous a commencé à se mélanger à une autre peur, plus concrète. La peur de ces gens, calmes et efficaces, tous habillés pareil. L'objet dans le lac était une menace incompréhensible, mais passive. Ces gens, eux, représentaient une menace active et très réelle. On doit savoir ce qui se passe, ai-je dit. On ne peut pas rester là à attendre qu'ils décident quoi faire de nous. « Et tu proposes quoi » a demandé Marc. « On se fraye un chemin à travers leur cordon de sécurité ?» Ça, non. On connaît cette région mieux que personne. On connaît tous les sentiers, toutes les hauteurs. Il y a un ancien poste d'observation sur la crête de Whitefish. De là, on a une vue sur toute la partie nord de la tranchée. Il n'y a pas de route, juste un sentier envahi par la végétation. Ils ne le connaissent probablement pas. Marc m'a regardé longuement, puis il a lentement hoché la tête. C'est de la folie. Si on se fait prendre, et si on ne se fait pas prendre, l'interrompis-je. On ira juste voir. On doit comprendre l'ampleur de leur opération. On doit comprendre à quoi on a affaire. Pas pour la justice, pour notre propre survie. Le plan était risqué, mais c'était mieux que de rester là à se morfondre. De retour à la maison, je me sentais différent.
L'apathie avait fait place à une détermination froide et nerveuse. J'ai sorti mon vieux sac à dos de randonnée du débarras. J'y ai mis des jumelles puissantes, une carte du parc national, une bouteille d'eau et une lampe de poche. Je n'étais plus un ranger sur mon territoire. J'étais un espion prêt à s'infiltrer dans un site ennemi. Avant d'aller me coucher, j'ai regardé par la fenêtre. La berline bleu foncé était égarée à sa place habituelle sous le réverbère. Sa présence silencieuse ne me semblait plus être le fruit de mon imagination. C'était un fait, une partie de ma nouvelle réalité. Et quelque part là-bas, à une dizaine de kilomètres au nord, sur les eaux sombres, se trouvait une péniche sans fenêtre, et sous elle, à 75 mètres de profondeur, gisait ce qui allait changer nos vies. Et à ce moment précis, les ingénieurs tentaient de scruter cet abîme, et je devais voir ce qu'ils allaient y découvrir. On a prévu de partir le 28 juillet, 2 jours après notre conversation, de nuit. Le temps s'est dégradé, le ciel s'est couvert de nuages bas, ce qui était à notre avantage, moins de lumière provenant de la lune et des étoiles. On s'est retrouvés à la sortie de l'autoroute, on a laissé la voiture de Marc et on a pris mon vieux pick-up pour se rendre au début du sentier. C'était un chemin abandonné que le service des parcs avait rayé de toutes les cartes dans les années 90 à cause de l'érosion du sol. Mais nous, on savait qu'il existait toujours. La route menant au début du sentier était cahoteuse et envahie par la végétation. Les branches éraflaient les flancs du véhicule. On roulait phares éteints, en s'orientant à l'aide d'un appareil de vision nocturne que j'avais acheté autrefois pour la chasse. La tension dans la cabine était presque palpable. On n'a pas dit un mot pendant tout le trajet. Après avoir laissé le pick-up dans une épaisse forêt de sapins, on a continué à pied. La montée était raide et difficile. Le sentier était à peine visible sous une couche de feuilles mortes et d'arbres tombés. On marchait en silence, communiquant par gestes, comme lors d'une mission. Chaque bruissement dans la forêt nous faisait sursauter et tendre l'oreille. Mais c'étaient les bruits habituels de la forêt nocturne. Le ululement d'une chouette, le craquement d'une branche sèche sous les sabots d'un cerf. Le vrai danger nous attendait là-haut. Après 3 heures d'ascension épuisante, nous sommes arrivés à un promontoire rocheux, la crête de Whitefish. De là, à près de 1000 pieds au-dessus de l'eau, on avait une vue imprenable sur la pointe nord du lac. On s'est caché derrière un gros rocher et j'ai sorti mes jumelles. Ce que j'ai vu m'a fait oublier ma fatigue. En bas, sur l'eau sombre, s'étendait une véritable ville scientifique. Au centre, juste au-dessus de l'endroit où nous avions perdu Dave et les plongeurs, était ancrée la barge dont Marc avait parlé, énorme, grise, de la taille d'un terrain de football. Plusieurs de structures modulaires étaient installées sur son pont, dont l'une, dotée de grandes fenêtres, était éclairée de l'intérieur, manifestement le centre de contrôle. 3 bateaux rapides faisaient des allers-retours autour de la zone interdite, délimitée par une ligne de grandes bouées lumineuses. Leurs projecteurs balayaient méthodiquement la surface de l'eau. Sur la rive, là où se trouvait autrefois une vieille scierie, il y avait maintenant une base, quelques hangars préfabriqués, des rangées de camionnettes blanches et 2 grandes antennes de paraboliques pointées vers le ciel. Tout le site était baigné par la lumière vive et froide de puissants projecteurs. Un grondement sourd et continu nous parvenait de là-bas. Un générateur industriel était en marche. L'ampleur de l'opération était incroyable. Ce n'était pas juste une exploration. C'était le déploiement d'une mission de recherche autonome à part entière, nécessitant des millions de dollars et des centaines de personnes. Et tout ça avait été organisé en quelques semaines, dans le plus grand secret. Je tendis les jumelles à Marc. « Regarde la barge », murmurai-je. Il regarda longuement, sans bouger. Puis il a juré à voix basse. « C'est quoi ce truc au milieu ?» J'ai repris les jumelles. Au centre du pont,
Il y avait une structure complexe qui ressemblait à une tour de forage miniature. Mais au lieu d'une foreuse, un énorme manipulateur articulé pendait comme le bras d'un robot géant. Il était maintenant sorti de l'eau et fixé en place. Mais il était évident qu'il avait été descendu auparavant. Un faisceau de câbles et de tuyaux aussi épais qu'un tronc d'arbre reliait le manipulateur au module principal sur le pont. Ils n'essayaient pas de soulever l'objet. Ils essayaient donc de l'étudier, juste là, au fond. Ce manipulateur était probablement équipé de capteurs, de caméras, de foreuses pour prélever des échantillons, de spectromètres, tout ce qu'on pouvait imaginer. On était resté allongé sur la pierre froide pendant environ 1 heure à observer. Les gens sur la barge bougeaient calmement et méthodiquement. Pas de précipitation. La plupart portaient des combinaisons et des casques identiques. Parfois, des personnes en blouse de blanche, de laboratoire, passaient entre les bâtiments. Des ingénieurs. Et puis, ça a commencé à bouger. Plusieurs personnes y sont sorties, sur le pont. Elles ont retiré les fixations du manipulateur. Les haut-parleurs installés sur la tour ont émis un bref signal que nous avons à peine entendu. Et une main mécanique géante a commencé à s'enfoncer lentement dans l'eau. Elle descendait, maillon après maillon, entraînant avec elle un gros câble. Dans la salle de contrôle, les gens se sont regroupés autour des écrans. On regardait, retenant notre souffle. Le manipulateur a disparu sous l'eau. Le treuil continuait à dérouler lentement le câble. 1 minute, 2, 5. À en juger par la vitesse, il le descendait à la plus grande profondeur. Et puis c'est arrivé. Quand la marque suivante sur le câble a disparu sous l'eau, tous les projecteurs, tant sur la barge que sur la base côtière, ont clignoté en même temps. 1 fois, 2 fois. Puis, ils se sont éteints. Tous. Le vrombissement du générateur sur le rivage s'est arrêté. Toute la vallée a été plongée dans une obscurité totale et absolue. Seuls les feux, rouges de détresse sur la barge et la chaîne de bouée, au loin sur l'eau, restaient allumés. Marc et moi, on s'est regardés dans le noir. Qu'est-ce que c'était? Une surcharge? Un accident? Il y a eu 30 secondes de silence et d'obscurité totale. Et là, juste sous la barge, une lueur a commencé à se propager depuis les profondeurs. Ce n'était pas la lumière d'un phare. C'était une lueur douce, volumineuse, pulsante, d'un bleu profond et intense, comme si l'eau elle-même commençait à briller de l'intérieur. Elle n'était pas très vive, mais dans l'obscurité totale, elle était parfaitement visible. Elle éclairait le fond de la barge, créant autour d'elle un halo fantomatique. La lueur pulsait lentement. Elle s'intensifiait, atteignait son apogée, s'éteignait progressivement jusqu'à disparaître presque complètement, puis s'intensifiait à nouveau. À chaque pulsation, elle semblait s'élargir légèrement. Aucun son ne nous parvenait, juste une lumière silencieuse et rythmée provenant des profondeurs. Les gens sur la barge étaient figés. À la lumière des lampes de secours, on voyait leurs silhouettes tourner d'homme vers l'eau. Personne ne courait, personne ne criait. Ils regardaient sonner simplement. On aurait dit qu'ils attendaient pour ça, ou du moins qu'ils s'attendaient à cette possibilité. La lumière bleue a clignoté pendant environ 2 minutes, peut-être 3. Le temps semblait s'être arrêté. Puis, pendant la phase d'extinction suivante, elle ne s'est tout simplement pas rallumée. L'obscurité était redevenue totale. 1 minute plus tard, un bruit de tout s'est fait entendre sur le rivage. Le générateur essayait de démarrer. À la 2e tentative, il s'est mis en marche et les projecteurs de la base et de la barge se sont rallumés, inondant tout de leur lumière blanche et sans vie. Une activité fébrile s'est immédiatement déclenchée sur le pont. Le treuil s'est mis en marche dans le sens inverse, retirant rapidement le câble de l'eau. Les gens couraient, donnaient des ordres. Ils relevaient précipitamment leurs coûteux manipuleurs. Marc et moi n'avons plus dit un mot. Nous en avions vu assez. L'objet, au fond,
n'était pas un morceau de ferraille inerte. Il était actif. Il avait réagi à leur tentative de le tâter. Il avait coupé toute l'énergie dans un rayon d'1 kilomètre et avait organisé un spectacle lumineux. Notre peur de l'inconnu avait fait place à l'horreur face à une réalité. Cette chose au fond contrôlait l'énergie, et elle n'aime pas qu'on la dérange. On a commencé à redescendre. On marchait vite, presque en courant, sans faire gaffe aux branches qui nous fouettaient le visage. L'image de la lumière bleue pulsante était gravée dans nos yeux. Quand j'ai rejoint ma camionnette, le jour se levait déjà. Marc m'a serré la main en silence et est parti vers sa voiture. Je me suis assis au volant, les mains légèrement tremblantes. Avant de démarrer, j'ai regardé autour de moi, et je l'ai vu. Sur le pare-brise, sous l'essuie-glace, il y avait une petite enveloppe blanche. Mon cœur s'est serré. Je suis sorti de la voiture et je l'ai prise. C'était une enveloppe ordinaire, une enveloppe postale, sans inscription, sans timbre. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule photo, brillante, haute résolution, prise d'en haut, visiblement depuis un satellite ou un drone. La photo montrait le promontoire rocheux de la crête de Whitefish, où nous étions allongés 1 heure auparavant. On voyait des rochers, quelques arbres épars, et parmi ces rochers, en regardant bien, on pouvait distinguer 2 minuscules silhouettes à peine visibles. Nos silhouettes, on ne pouvait pas distinguer nos visages, mais il n'y avait aucun doute que c'était nous. Ils savaient en est. Ils savaient l'imbo qu'on serait là. Ils nous ont simplement laissé regarder. Et cette enveloppe n'était pas une menace. On menace ceux qu'on veut combattre. C'était juste une notification, froide et simple, une constatation. On vous voit, on sait tout. Vous n'êtes pas des joueurs dans ce jeu. Vous n'êtes même pas des pions sur un échiquier. Vous n'êtes que de la poussière à la surface. J'étais assis dans la camionnette et je regardais la photo. Un petit bout de papier glacé qui était plus puissant que n'importe quelle menace prononcée à voix haute. C'était la preuve qu'il savait tout. Il ne se contentait pas de surveiller ma maison. Il suivait chacun de mes pas. Notre sortie n'était pas une incursion audacieuse en territoire ennemi. C'était une promenade autorisée par le gardien du zoo. Il nous avait permis de nous approcher de la cage, de jeter un œil à l'intérieur et de nous assurer que la bête qui s'y trouvait n'était pas à notre portée. J'ai démarré et suis rentré chez moi. Je n'ai pas dépassé la vitesse autorisée. Je me suis arrêté à tous les panneaux « Stop ». Je me suis comporté comme un citoyen modèle, parce que j'avais compris que j'étais sous surveillance. Le moindre écart, la moindre erreur serait remarquée. À la maison, j'ai brûlé la photo dans le lavabo. J'ai rincé les cendres avec de l'eau. Un geste inutile. Une copie se trouvait sans doute déjà dans un dossier à mon nom. 3 jours ont passé. 3 jours de silence et d'attente. La Ford bleue n'est plus revenue dans ma rue. Les problèmes avec Internet et le téléphone ont cessé. Ce nouveau silence était bien plus effrayant que la surveillance. Il signifiait que la phase d'observation était terminée. La phase de décision avait commencé. Le 4e jour, le téléphone a sonné. Le même numéro masqué. J'ai répondu. « Monsieur Wright », a dit une voix différente. Ce n'était pas celle d'un technicien analyste anonyme. Celle-ci était plus âgée, plus calme. Elle dégageait une fatigue et une autorité absolue et inébranlable. C'était la voix d'un homme qui prend les décisions finales. « Oui », ai-je dit, « votre reconnaissance non autorisée dans la zone de l'objet Whitefish a été notée », a-t-il dit. Ce n'était pas une accusation, c'était un constat. Votre curiosité est compréhensible, mais inutile. Votre participation à cette affaire est terminée. Il fit une pause pour me laisser assimiler ces paroles. Je suis autorisé à vous donner quelques explications afin d'éviter tout malentendu. L'objet que vous avez observé sera désormais appelé l'actif.
Sa nature et son origine sont des informations hautement confidentielles. Je peux seulement vous dire qu'il ne s'agit pas d'un produit de la technologie humaine. Une autre pause. Je suis resté silencieux. Que pouvais-je dire? L'actif est dans un état passif et stable. Cependant, il est doté de ce qu'on pourrait appeler un périmètre de défense. Ce périmètre réagit à certains types d'impacts physiques et à des champs électromagnétiques complexes. Malheureusement, les premières tentatives de contact ont été faites sans bien comprendre ces protocoles. La disparition du plongeur civil et des 2 agents des gardes-côtes était due à une violation accidentelle de ce périmètre. Ce n'était pas une action hostile de la part de l'actif, c'était une réaction automatique, comparable au déclenchement d'un airbag dans une voiture, instantanée et non discriminatoire. Il en parlait comme s'il lisait un rapport sur une panne de matériel. 3 vies humaines, le déclenchement d'un airbag. La tentative d'exploration de l'actif à l'aide d'une sonde, à laquelle vous avez assisté, a provoqué une réaction plus importante. L'impulsion énergétique qui a mis hors service le réseau électrique local et l'anomalie lumineuse que vous avez observée étaient la conséquence directe de cette interaction. Les tentatives ultérieures de contact direct ont été jugées inappropriées en raison de la volatilité imprévisible de l'actif. Pour l'instant, notre mission n'est pas d'étudier, mais d'isoler et de surveiller passivement. Il a raconté ces faits incroyables avec le ton banal d'un manager discutant d'un rapport trimestriel. Et cette banalité était plus effrayante que n'importe quel cri. Maintenant, à propos de vous et de M. Yates, a-t-il poursuivi. Tu ne peux pas continuer à bosser dans les parcs. On va te proposer une retraite honorable pour raison de santé, avec une pension complète et toutes les indemnités qui vont avec. La raison officielle, c'est un syndrome de stress post-traumatique. C'est une offre généreuse, Monsieur Wright. Ce n'est pas une offre, ai-je dit doucement. C'est la seule solution possible dans la situation actuelle qui garantit ta sécurité et ta tranquillité, m'a-t-il gentiment corrigé. Tu devras signer un nouvel accord de confidentialité, permanent. Toute violation sera considérée comme un acte de trahison envers l'État et sera poursuivie avec toute la rigueur des lois fédérales applicables. Il est également fortement recommandé de changer de lieu de résidence. On peut t'aider dans cette démarche. Monsieur Yates a déjà donné son accord. On attend ta décision. Je n'avais pas le choix. Ce n'était pas une bifurcation sur la route, c'était la fin de la route. J'accepte, ai-je dit. C'est bien ce que je pensais. On te contactera pour les détails. Il a raccroché. 1 semaine plus tard, on m'a convoqué à Helena, la capitale de l'État. Le rendez-vous était fixé dans un immeuble de bureaux discret du centre-ville. Aucune enseigne. À l'intérieur, j'ai été accueilli par un homme silencieux, en costume gris, qui m'a conduit dans une salle de réunion. La pièce ne contenait qu'une table, 3 chaises et une autre personne vêtue du même costume. On m'a tendu en silence un gros dossier rempli de documents. Le contrat de confidentialité faisait 40 pages. Je n'ai pas pris la peine de le lire. J'ai juste signé là où il y avait des cases à cocher. On m'a ensuite remis un 2e dossier contenant mes documents de démission et mes coordonnées bancaires pour le versement de ma pension. Personne ne m'a dit merci ni au revoir. En sortant de la pièce, j'ai vu Marc dans le couloir. On le conduisait dans la pièce d'où je venais de sortir. Il avait l'air avoir vieilli de 10 ans. On s'est arrêté un instant. On s'est regardé dans les yeux. Son regard reflétait le mien, vide et résignation. On s'est salué d'un signe de tête silencieux. C'était notre adieu. Puis il est entré dans la pièce et je me suis dirigé vers la sortie. Je ne l'ai jamais revu. J'ai vendu la maison. J'ai rassemblé mes affaires. J'ai acheté un billet d'avion aller simple. 1 an s'est écoulé.
Nous sommes en été 2024. Je vis dans une petite ville sur la côte de l'Oregon. J'ai un petit appartement avec vue sur l'océan. Je travaille dans un magasin de bricolage local. Je range les clous et les engrais sur les étagères. Je ne parle à personne de mon passé. Pour tout le monde, je suis juste John, le gars du Montana qui a décidé de s'installer plus près de la mer. J'essaie de ne pas penser au lac, mais chaque nuit, en m'endormant au son des vagues, je vois une lumière bleue clignoter dans l'eau sombre. Parfois, je regarde les infos. Je cherche des infos sur le Montana, sur Flathead. Rien. Jamais. Comme si rien ne s'était passé. Cette opération a été arrêtée aussi discrètement qu'elle avait commencé. Les ingénieurs sont partis. La barge a disparu. Je ne sais pas ce qu'est devenu l'actif. Peut-être qu'ils l'ont laissé tranquille. Peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de le neutraliser. Ou peut-être qu'il est toujours là, au fond, qui attend. Ce soir, comme d'habitude, je regardais le journal télévisé. À la fin, il y avait un petit reportage. Un journaliste scientifique parlait de trucs bizarres observés récemment par des astronomes du monde entier. Une série d'anomalies gravitationnelles très faibles, mais clairement enregistrées. On les a appelés événements de lentilles gravitationnelles de courte durée. La lumière des étoiles lointaines était déformée pendant un instant, comme si elle passait à travers une lentille invisible. Ces événements étaient aléatoires, se produisaient dans différentes parties du système solaire et n'avaient pas de source visible. Le présentateur disait que les scientifiques ne pouvaient pas encore expliquer ce phénomène. Les hypothèses allaient de l'accumulation de matière noire à des erreurs de calcul. Ensuite, une carte du système solaire a été affichée à l'écran. Des points jaunes indiquaient les endroits où ces anomalies avaient été enregistrées. Il y en avait 7 points dispersés, à première vue, de manière aléatoire. Un dans la ceinture d'astéroïdes, un autre près de l'orbite de Jupiter, un troisième beaucoup plus loin, dans la ceinture de Kuiper. Je regardais cette carte et un froid familier a commencé à me parcourir le dos. Je me suis levé, je me suis approché de la commode et j'ai sorti du tiroir une vieille carte pliée en 4. C'était une carte hydrographique de l'Amérique du Nord que j'avais emportée avec moi de mon ancien bureau, sans trop savoir pourquoi. Je l'ai étalée sur la table à côté de la télévision allumée. Je regardais la carte du continent, puis la carte du système solaire à l'écran, et à nouveau la carte du continent. La disposition des 7 anomalies gravitationnelles dans l'espace était une copie spatiale exacte de la disposition des 7 grands lacs d'Amérique du Nord. Seulement, à la place du lac Michigan, il y avait un point près de la Terre sur la carte du système solaire. Au lieu du lac supérieur, il y avait un point près de Jupiter. Et le point correspondant au lac Flathead, le plus profond de tous, se trouvait loin derrière Pluton. Ils n'étudiaient pas l'anomalie, ils étudiaient la carte. Et maintenant, quelqu'un ou quelque chose avait commencé à y ajouter de nouvelles marques.